de déployer le réseau en premier, et donc on a besoin de fonds pour faire ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? L'objectif de Sigfox, c'est de fournir une solution de bout en bout pour connecter les objets. Donc comme on peut le voir sur le globe, on a toutes les applications avec des capteurs qu'on peut avoir dans le monde entier. Les données transitent de ces capteurs via le réseau Sigfox vers un cloud qui est relié au client via des API, et donc ça permet d'avoir une connectivité globale, un haut niveau de service, des datas accessibles partout dans le monde via une interface internet, mais aussi un support et des outils de support de grande qualité. Donc maintenant, c'est le but aujourd'hui. En quoi Sigfox on peut apporter quelque chose dans l'agriculture. Donc si on regarde la chaîne de valeur de la Smart Agriculture aujourd'hui, on a tout d'abord les capteurs et les fabricants d'objets connectés. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Nous, on n'a pas vocation à être fabricant d'objets, mais en revanche, on travaille avec des partenaires qui intègrent notre technologie dans leurs capteurs, et nous, on certifie, on a mis en place un procédé de certification qui permet d'attester du bon fonctionnement de ces capteurs avec la technologie Sigfox. Après, notre brique technologique qui est vraiment propriétaire, c'est de fournir la connectivité. Donc dans ce cadre-là, on construit, on déploie le réseau et on fournit la connectivité comme service, comme vous pouvez vous abonner auprès de votre opérateur de téléphone mobile. Ensuite, la brique suivante, c'est des outils d'aide à la décision qui sont très importants dans le domaine de l'agriculture. Là non plus, on n'est pas spécialiste de l'agriculture. Il y a des gens qui le font très bien pour nous et qui connaissent très bien ce secteur et toutes les solutions qu'il faut mettre en place pour aider à la décision. Ce que nous, on peut faire en revanche, c'est créer un lien avec ces fournisseurs de solutions, leur fournir des API qui permettent de récupérer les données de notre réseau et certifier la compatibilité de leur plateforme avec notre réseau. Et enfin, le dernier point, c'est les systèmes, les ERP, les systèmes de management de la ferme. Donc, ça non plus, on n'est pas spécialiste de ça, mais nos partenaires fournissent du stockage de données, de l'analyse Big Data, et nous, on fournit les API pour alimenter leur plateforme. Et on certifie également la compatibilité avec ces plateformes. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on a des partenaires avec qui on a signé des accords dans tous ces domaines, ce qui nous permet de vraiment fournir une solution globale si une entreprise a besoin de mettre en place des objets connectés dans l'agriculture. Donc nos forces, et qu'est-ce qu'on peut offrir à l'agriculture? Donc c'est tout d'abord l'efficacité économique. Notre solution est très peu chère par rapport aux technologies existantes comme le GPS ou le GSM, puisque notre réseau a besoin de très peu d'antennes pour être déployé. Il est longue portée. Donc, par exemple, on a besoin de 1500 antennes pour couvrir le territoire français, quand il en faut 1000 fois plus pour du GSM. Donc, ce qui est un avantage aussi de notre réseau, c'est les capteurs consomment très peu d'énergie, donc une très longue durée de vie. Par exemple, on a des capteurs d'eau connectés qui ont une durée de vie de pile d'une vingtaine d'années. Après, un long range de couverture, ça c'est un avantage pour l'agriculture. On est en zone rurale, c'est difficile de couvrir. Vous l'avez tous remarqué, quand on va avec son mobile à la campagne, on ne capte pas toujours. Là, c'est vrai que grâce à cette technologie,
une station de base du réseau peut nous repérer à plus de 50 km, donc du coup la couverture est très bonne. Il est actuellement déployé au niveau national, donc, c'est très facile de mettre en place une solution, vu qu'on n'a pas de carte SIM, on prend le capteur, on l'installe dans le champ, on s'abonne au réseau et il fonctionne directement. Je pense qu'il y a une OCI. Donc là, on a répertorié quelques exemples d'applications qu'on pourrait avoir dans le domaine de l'agriculture. Tout d'abord, la gestion du bétail. On peut envisager, il y a déjà eu des preuves de concept qui ont été faites sur de mettre des capteurs dans les oreilles des vaches et de pouvoir prévenir l'agriculteur quand elles sont prêtes à véler, parce qu'à ce moment-là, la température baisse d'1 degré, donc ça permet, et c'est typiquement une application qui est très adaptée à Sigfox, parce que c'est peu de communication, et le message n'a pas besoin de transporter beaucoup de données. Après, on peut avoir des applications également dans le domaine du management de l'irrigation, en imaginant avoir des capteurs dans les champs et pouvoir arroser juste les parcelles qui ont besoin et pas arroser de manière intensive toute une zone et gaspiller beaucoup d'eau. Ça peut être la même chose pour tout ce qui est utilisation d'engrais. Après, on peut avoir des applications également dans le suivi des animaux. Donc là, on a un exemple avec les moutons. On pourrait imaginer leur mettre un collier et pouvoir traquer des modifications de comportement qui permettraient de voir qui sont attaqués. Donc ça, on a mis en place également quelque chose, une application un petit peu plus fun là-dessus. On a équipé des rhinocéros en Afrique avec un capteur dans la corne qui permet de voir quand ils sont poursuivis par des braconniers. Après, donc il y a des applications également dans la maximisation du rendement des exploitations, avec des capteurs qui seraient dans le sol et qui mesureraient certains paramètres comme l'azote, des choses comme ça, et qui permettraient de voir quand est-ce qu'il faut mettre de l'engrais, mais aussi dans la détection de virus sur des animaux, pour éviter que la maladie se propage à tout le troupeau. Et après, la dernière application qui est pas propre à l'agriculture, mais qui est une application qui est particulièrement répandue avec le réseau Sigfox, c'est de la maintenance préventive sur toutes les machines dans l'agriculture, en l'occurrence sur les tracteurs. Donc maintenant, je vais vous présenter quelques exemples de capteurs de partenaires avec qui on travaille. Donc, il y a Isatec qui a développé un compteur d'eau connecté. Donc ce compteur permet d'optimiser l'utilisation de l'eau, parce que c'est vrai qu'au bord du champ, on n'a pas forcément la mesure de l'eau qui est utilisée. Et souvent il y a des fuites dans les tuyaux, on ne s'en rend pas compte rapidement. Donc là, ça permet de détecter toute dérive et de pouvoir réajuster. Donc, on a aussi Winet comme partenaire qui développe des pluviomètres, des thermomètres, des tensiomètres qui permettent de recueillir des informations intéressantes sur les parcelles, et ainsi qui peuvent permettre aux agriculteurs d'adapter en fonction des informations recueillies l'arrosage de leurs parcelles, mais aussi l'utilisation de pesticides. Et ces solutions sont particulièrement faciles à déployer, puisqu'il suffit de planter le capteur dans le champ
et de s'abonner à notre communique. Donc une autre application, c'est une station de météo connectée. La météo, c'est très important dans le domaine de l'agriculture. Météo France a des points de relevé, mais il existe des microclimats sur certaines zones. Donc pour les agriculteurs, c'est important d'avoir une bonne connaissance de leurs parcelles. Et surtout pour les groupes agricoles, de pouvoir centraliser ces informations. Donc cette station développée par Isagri et Météus permet de recueillir toutes ces informations et ainsi de pouvoir adapter le fonctionnement et les traitements à appliquer sur les cultures en fonction des données de la station. Et notre dernière solution, ça c'est un device qu'on a développé en interne qui s'appelle le Sensit. On l'a fait avec Axible qui est un partenaire. Donc ça c'est un device qui est très adapté pour réaliser des preuves de concept. Il permet d'avoir des relevés de température, d'humidité, de luminosité. Et donc on peut imaginer le positionner dans un champ ou alors contrôler l'ouverture des portes avec d'un entrepôt, des choses comme ça. Et ça permet déjà pour les acteurs de vérifier à moindre coût que le réseau fonctionne bien sur cette zone et du coup après de s'orienter vers une solution plus précise et plus adaptée à son domaine. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que c'était clair pour votre présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, est-ce qu'il y a déjà... allez-y, vous pouvez retourner vous asseoir, Perrine, si vous voulez. Vous avez des micros aussi devant vous. Est-ce qu'il y a déjà quelques questions sur cet usage-là? On comprend bien que c'est vraiment un usage par la techno et par la rentabilité aussi de la mise en place du réseau. Est-ce que, notamment, certains se portent plus aujourd'hui sur des questions plutôt liées au cheptel ou à la gestion des animaux, directement, à leur vie, à leur élevage, ou plutôt, comme on vient de le voir, lié au bâtiment, la manière dont on peut gérer simplement ces relevés de température. Moi, je n'ai pas très bien compris l'utilisation du dernier outil là, de votre petit relevé. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu son fonctionnement? Le relevé de température et la vérification. Le dernier outil, c'est un capteur multifonction qu'on a développé en interne pour nos commerciaux le donnent à certains clients pour faire des preuves de concept et vérifier que le réseau fonctionne bien. Par exemple, chez tous les employés de Sigfox en ont un également. Donc on peut le coller chez nous sur une porte. Quand la porte s'ouvre, on reçoit un texto sur notre téléphone mobile pour dire la porte a été ouverte. On peut imaginer, il y a un capteur de luminosité, le mettre dans une valise et comme ça, quand on part en voyage, on voit si notre valise a été ouverte à l'aéroport. Donc voilà, après, ça c'est des applications en dehors du domaine de l'agriculture, mais comme il a également un capteur d'humidité et de température, on pourrait imaginer le mettre dans un silo et contrôler ces paramètres-là. Après, c'est pas le capteur le plus optimisé, mais pour faire une preuve de concept, ça peut être suffisant avant de Oui, à moindre coût, je comprends bien d'avoir finalement des premiers essais. D'accord. Je me suis tournée vers le public. Il y a 2 questions. Merci, je vais prendre une derrière vous. Bonjour, Thierry Chenavas, je suis éditeur d'un logiciel d'efficacité énergétique. Et bien sûr, Sigfox, je m'y intéresse lourdement. Premier point, quel est l'état de l'art au niveau de votre déploiement de réseau? Est-ce qu'aujourd'hui on va au-delà des frontières? Est-ce qu'on est sur les frontières nationales à 100%? Qu'est-ce qu'il en est?
Donc c'est la première question, et puis dans la foulée, si on peut avoir une idée moyenne du coût d'un capteur, si vous pouvez déterminer qu'un capteur c'est entre temps et temps, sans aller trop dans les détails, coût au niveau d'un client final. Oui. D'accord. Donc le réseau actuellement il est déployé, la France est couverte entièrement, on couvre 25 pays. Plus de 1,5 million de kilomètres carrés et en gros 398 millions d'habitants. Donc la France est très bien couverte, une bonne partie de l'Europe, on a pas mal de villes aux États-Unis, on a récemment signé le déploiement avec Taïwan, avec la Colombie. Donc ça s'internationalise. Après au niveau du coût du capteur, c'est très variable en fonction de la complexité du capteur. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire avec. Ça peut aller de quelques euros à un millier d'euros. Dernière question par rapport à la... Excusez-moi, dernière question par rapport à la couverture. Est-ce qu'il s'agit d'une couverture comme le font nos acteurs dans le téléphone portable, c'est-à-dire une fois qu'on est sorti des grosses villes, il n'y a plus rien autour, puisque leur part d'agriculture, généralement, l'agriculture c'est plus retiré que Paris-Lyon-Marseille. Non, mais comme je vous le disais, les stations de base, elles ont une couverture très large. Elles couvrent au minimum un cercle de 50 km autour d'elles. Donc on n'a pas besoin de beaucoup de stations pour couvrir l'ensemble du territoire, et les zones rurales sont très bien couvertes puisque contrairement aux villes, on n'a pas d'obstacles, de choses comme ça. Donc c'est bien déployé, et c'est pour ça que je pense que Sigfox est très adapté dans l'agriculture. On a notamment des partenaires, pas forcément de l'agriculture, mais qui utilisent Sigfox en zone rurale parce que pour de la télérelève, de compteurs, des choses comme ça, parce que c'est particulièrement bien couvert par rapport à des technologies même qui sont en interne de manière propriétaire. D'accord. Et pour finir, toujours dans le même sens, est-ce que dans le cadre d'un besoin recensé auprès d'un client qui serait dans une zone non couverte, on peut venir vous voir et vous demander d'étudier ça de plus près, si le jeu en veut la chandelle? Oui, ça nous arrive si certains clients nous ont déjà demandé de densifier le réseau sur certaines zones. Et effectivement, ça peut se faire, mais c'est en fonction du contrat qu'on peut avoir derrière, vous imaginez. Non, c'est un excellent enchaînement. Nicolas Libelski, donc je suis consultant fonctionnel et banking chez Capgemini, donc rien à voir. Si, je suis ingénieur agro, donc je m'intéresse un peu à tout ça. Et moi, je me pose une question dans le contexte agricole du moment. Et vu votre positionnement de connectivité réseau, donc pour moi central, en fait, stratégiquement placé, un agriculteur qui voudrait s'équiper, en fait, quel produit il achète? En fait, la chaîne de partenaires que vous avez présentée, en fait, du collecteur d'informations au digesteur, présentateur, au travers des applis de Smart, à l'autre bout. Moi, je suis intéressé, je veux faire de la vigne bio, je veux économiser de l'eau, mais j'ai une phase transitoire, donc je veux mesurer avec de l'agriculture intégrée combien je mets de produits, etc. Je m'adresse à qui et je vais acheter quel produit pour avoir cette chaîne du capteur à finalement les logiciels proposés par SMAC. Quelle est la forme du produit? Et derrière, le business model, c'est quoi? C'est j'achète une licence, ce sont des prestations à l'abonnement, et plus généralement, moi il y a quelque chose que maintenant que je suis sorti du secteur, j'ai un petit peu de mal à appréhender, c'est toutes ces nouvelles technologies, même si elles sont dédiées à la protection de l'environnement, au développement durable, la technologie coûte cher. Comment font les agriculteurs pour pouvoir s'équiper en technologie aussi pointue? Est-ce que ça s'adresse à tous les agriculteurs ou est-ce que ça s'adresse aux très gros? Et la dernière question, c'est est-ce que finalement, c'est pas un réseau de coopératives
une Vivo au hasard, qui prescrit des produits, est-ce que les agriculteurs ont tous les moyens de s'offrir ça? On est tous pour du moins polluant, moins cher. Au niveau économique, ça marche comment? Donc effectivement, pour le moment, on travaille essentiellement avec des coopératives ou alors avec des gros partenaires. Mais l'objectif de toute façon, c'est que à terme, enfin, vous le savez, les ordinateurs, ça coûtait très cher quand ils sont sortis. Maintenant, ça coûte plus grand chose de s'acheter un ordinateur et tout le monde est équipé. Donc le but, c'est d'avoir vraiment une diminution des coûts des capteurs. Il y a de plus en plus de fabricants de semi-conducteurs qui nous suivent dans l'aventure aussi et qui fabriquent des capteurs de moins en moins chers et du coup qui vont permettre de démocratiser la technologie. Et donc en fait, chacun monte son système tout seul, c'est-à-dire que je vais aller acheter mes capteurs, non pas à Casco, mais auprès de chez vous. Vous allez me conseiller pour les installer, vous allez me conseiller d'appeler les partenaires de l'étape suivante, etc. Non, mais, il y a une prestation complète qui est prévue. Nous, on propose actuellement, c'est une nouvelle technologie, on a des personnes en interne qui connaissent très bien l'écosystème, et si on nous contacte, on peut aider les clients à identifier les fabricants de capteurs, les fabricants, ceux qui fournissent la solution d'analyse. Pour vraiment, notre but, c'est de fournir une solution de bout en bout avec nos partenaires. D'accord, vous aidez à la constitution d'une solution, mais des solutions packagées complètes n'existent pas encore. Après, on n'a pas voulu packager de solutions parce que, si vous voulez, si vous avez déjà chez vous, vous travaillez déjà avec un SMAG ou ça serait embêtant qu'on vous propose qu'on n'ait qu'un seul partenaire. On est dans une logique d'ouverture et pas d'attachement à juste certains partenaires. Alors, merci beaucoup, Perrine, pour cette intervention. Du coup, on va enchaîner avec l'intervenant suivant, qui est donc, j'aimerais entendre Thomas Crestet. Voilà, merci de venir jusqu'à moi, parce que vous avez donc un projet particulier qui s'appelle donc le MAS numérique et qui évidemment a ses activités dans le domaine agricole, et vous allez, je crois, notamment axer votre présentation sur les opportunités marché. Et c'est ça? Oui. Présentez-vous d'abord. Bonjour à tous. Je m'appelle Thomas Crestet, donc je travaille à Montpellier Supagro, une école d'agronomie laser Montpellier. Et je suis dans une équipe pédagogique qui forme des ingénieurs après les 2 ans de tronc commun aux technologies de l'information et de la communication pour l'agriculture et l'environnement. C'est une option qui a 20 ans, qui s'appelle Agrotique, qui a beaucoup évolué, qui était dans la robotique initialement et qui a muté, on va dire, sur le numérique. Et nous, notre enjeu, c'est, on voit qu'on est dans un secteur qui est très mouvant, et c'est de s'assurer que les étudiants, les ingénieurs qui sortent de l'école soient au fait à la fois des acteurs qui existent, des solutions, des limites qu'il y a. Je pense que monsieur a soulevé un problème auquel le projet tente d'apporter des éléments de réponse, parce qu'on n'a pas de vision claire aujourd'hui, justement, de l'articulation de toutes ces technologies qui arrivent sur le marché. Et c'est des questions que se posent les coopératives, les exploitants de manière individuelle, à la fois en termes d'usage, d'apport métier, apport fonctionnel, mais aussi de modèle économique. C'est quelque chose qui n'est clairement pas clair. Je ne pense pas que quelqu'un ait la réponse aujourd'hui. Voilà, je voulais juste commencer par une question. Est-ce que cette image vous évoque quelque chose, ou en tout cas, qu'est-ce qu'elle vous évoque? Lâchez-vous, parce que je pense que... Le bout d'un club de golf. Le bout d'un club de golf, d'accord. Ouais, c'est mieux. Et en fait, il s'agit de la première image de la Terre prise par un satellite sur orbite. Voilà, il y a 57 ans. C'était il y a 57 ans, le 14 août, il y a 57 ans. Et donc, c'est un satellite américain qui a pris
cette première photo qui est complètement partielle de la Terre. Et je pense que c'est assez édifiant par rapport à aujourd'hui ce qu'on a l'habitude de voir sur Internet en termes de couverture photo, en termes de Google Earth, etc. Et je pense que ça traduit un petit peu le bond technologique qu'on connaît aujourd'hui. Parce que si on passe à l'image suivante, on est plus habitué à ce genre de résolution qui ressemble à ça, avec des résolutions de pixels qui sont incroyables. On est sur des satellites qui volent à des centaines de km/h, secondes même. On est sur des résolutions de pixels qui descendent maintenant aux alentours du 50 cm pour les plus résolus. On a des temps de passage, des temps de revisite, c'est-à-dire qu'un même point sur la Terre aujourd'hui est recouvert plusieurs fois dans un même mois, ce qui était complètement incroyable. Cette première photo a été prise un 14 août, la deuxième a été prise 3 mois après, et c'était pas du tout la même partie de la Terre, etc. Donc là, on a des capacités de revisite qui sont incroyables. Et on a des bandes spectrales, c'est-à-dire une capacité de mesurer différentes couleurs, on va dire, et au-delà du visible, qui était complètement inimaginable ou impossible à l'époque. Je pense que ça, c'est un exemple, en tout cas, qui traduit le bond aujourd'hui, et on va dire l'univers où la technologie a fait des progrès incroyables. Les services ont suivi, en tout cas, suivent derrière l'adoption de ces technologies-là. Et aujourd'hui, on a finalement à peu près le même bond technologique qui a été fait sur plein d'autres pans de technologie, que ce soit la localisation par GPS, que ce soit les capacités de calcul, la robotique, les réseaux qui étaient très bien illustrés par Sigfox, la mobilité, la capacité à avoir dans notre poche un smartphone, c'est quelque chose, on a tous un ordinateur dans la poche capable de communiquer, de se repérer, d'avoir accès à des réseaux, de mesurer des choses, de prendre des photos. Et c'est, je pense, juste un constat un peu de l'univers dans lequel on est aujourd'hui, l'univers technologique qui est ultra poussé, ultra, on va dire, opportun à la création de services. Et justement, toutes ces technologies-là ont donné lieu à des services en agriculture, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises, d'acteurs qui se sont positionnés parce que on prend des sociétés comme Airbus par exemple, qui était leader un petit peu dans tout ce qui est aérospatial, qui ont envoyé des satellites, qui ont commencé à acquérir des images, et puis il y a des choses qui ont émergé de ça, des services dédiés à l'agriculture. Je pense qu'on a un bon exemple peut-être tout à l'heure. Et ça c'est le cas dans plein d'autres choses. C'est le cas avec Sigfox dans les réseaux, c'est le cas avec je sais pas, on va dire la capacité de gérer des gros stocks de données. Tout ce qui est technologie GPS, on parle d'agriculture de précision aujourd'hui, c'est la capacité de semer à 2 cm près pour après faire tout un tas d'opérations modulées à partir de ces informations-là. Donc c'est assez incroyable, ça fait presque tourner la tête. Mais justement, l'enjeu, et c'est bien ce que soulevait monsieur, c'est que aujourd'hui, un producteur qui est face à tout ça, quel choix je fais, quelle technologie est intéressante, quel service est pertinent, quelle articulation il existe entre les images du satellite que je reçois sur une application et puis mon tracteur qui a une console GPS et puis ma ville qui est connectée, qui a une antenne sur laquelle je peux envoyer des données et puis mon smartphone qui est ici, que de toute façon j'ai en tant que perso professionnel. C'est très compliqué de s'y retrouver finalement dans cet environnement de service. Il est très abondant, très riche, mais c'est très compliqué de s'y retrouver. À la fois les producteurs, toutes filières confondues, mais également les coopératives. Et les coopératives se structurent aujourd'hui pour créer des services agriculture numérique, entre guillemets, pour aider à proposer un bouquet de services qui soit cohérent et qui puisse le proposer et accompagner un producteur. Ça, c'est le volet, on va dire, technologique. C'est le volet, on va dire, c'est ça, vraiment technologique, mais derrière, il y a toute une question d'adoption de ces technologies, l'accompagnement de ces services-là dans l'usage au quotidien, parce que on n'a jamais été capable d'autant observer, d'autant mesurer, d'autant objectiver une prise de décision, mais ça renverse un petit peu des pratiques, ça renverse des relations producteurs-techniciens, coopératives, etc. Et donc, il y a des enjeux qui sont assez forts. Donc, nous, l'idée, c'est quand on est organisme de formation, on forme des ingénieurs sur ces volets-là, donc forcément, on les sensibilise à tout ce qui est technologique, mais l'idée, c'est qu'ils sortent de l'école avec une vision assez claire du marché. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, il travaille demain dans une coopérative, dans un service agriculture numérique. Il faut qu'il soit capable d'être force de proposition et d'avoir une vision claire. Donc le masque numérique, c'est un projet qu'on lance. Juste avant, quand même. C'est un projet qu'on lance là cette année. Ça fait plus d'1 an qu'il est en maturation, on va dire.
Et donc l'idée c'est de prendre une exploitation agricole, une exploitation qui est en l'occurrence située à Villeneuve-les-Maglottes, qui est une exploitation de Supagro, et de mettre en place sur cette exploitation une grosse dizaine de solutions, de services, de matériel qui existent, qui sont commercialisés, qui ont un modèle économique propre, parce que c'est porté par les entreprises qui les vendent, et de les mettre, on va dire, ensemble sur une exploitation, dans les mains d'utilisateurs, de réels salariés agricoles, de réels ouvriers, avec un responsable d'exploitation, avec une réelle objectif de production. Là, c'est l'objectif, c'est de produire du vin, en l'occurrence. Voilà, donc là, on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a fédéré une douzaine d'entreprises, de services, on va dire, et on va les mettre en place sur cette exploitation-là. L'objectif, c'est de voir quelles sont les articulations, quelles sont les complémentarités. Nous, en tant qu'organisme de formation, ça va être de voir quel est le niveau d'opérationnalité de ces solutions-là, et puis pour les entreprises, d'identifier leur place, les complémentarités, les potentiels de partenariat qu'il peut y avoir pour justement adresser le marché, peut-être de manière structurée, en tout cas voilà, plus structurée qu'aujourd'hui. Voilà, il y a beaucoup de projets qui émergent aujourd'hui, un peu de cette nature-là. Les Arvalis, Institut technique, lance les Digifermes. On a les chambres d'agriculture aussi qui portent des projets, la ferme agroécologie 3.0 qui a été inaugurée en juin dernier. Là, c'est un projet qui a voulu, enfin voilà, le cœur, on va dire, est méditerranéen sur les cultures traitées, donc c'est pas exhaustif, mais voilà, c'est la spécificité qu'on a ici en Aix-Languedoc-Roussillon, un peu moins Occitanie sur la partie production de vin, mais voilà, c'est une spécificité locale. Autour de ça, on a fédéré du coup une douzaine d'entreprises qui adressent l'agriculture. On a déjà parlé de certaines, qui sont complémentaires. Certaines font des modèles pour le pilotage des vinifications, l'expertise sur tout ce qui est vinification, l'expertise, on va dire, logicielle, outils d'agrégation et de traçabilité, des agroéquipementiers qui sont des historiques, des industriels historiques en agriculture et qui se posent la question, mais jusqu'où va mon métier aujourd'hui? Où est-ce que s'arrête du coup mon métier? Je suis à la base constructeur de tracteurs, jusqu'où je dois intégrer une console, ou jusqu'où je dois intégrer le module GPS? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient brancher ça sur le tracteur en sortie d'usine? Est-ce que c'est moi qui l'intègre? Est-ce que je mets une interface qui va prendre les images satellites pour communiquer avec le pulvérisateur qui est branché, mais le pulvérisateur, c'est pas moi qui le fais? Voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent et qui étaient très justement soulevées tout à l'heure. Donc en tout, il y a une douzaine d'entreprises qui sont fédérées autour de ce projet. Et puis l'objectif, enfin, c'est forcément d'en faire un site un petit peu opérationnel de visite et de démonstration, avec, on va dire, deux grands publics, des professionnels, donc des techniciens, des producteurs qui voudraient un petit peu voir concrètement quel est le niveau d'opérationnalité de ces solutions, quelles sont les complémentarités intéressantes, sur des parcours de visite, on va dire, qu'on va faire sur l'exploitation. Et puis forcément pour les étudiants, et pour nous aussi, parce que c'est une façon de rester à jour dans cet environnement-là, pour les emmener sur l'exploitation et identifier les potentiels et le niveau d'opérationnalité de ces services-là. Voilà, mais je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette photographie un petit peu de l'écosystème dans lequel vous évoluez et nous évoluons tous justement dans ce domaine de l'agriculture. Est-ce que certains ont des questions un petit peu macro là-dessus? Merci. Bonjour. Dans votre public cible, est-ce que vous avez les consommateurs? Parce que j'ai vu les techniciens, les agriculteurs, les pros. Est-ce que vous avez les consommateurs? C'est-à-dire nous. Oui, c'est une très bonne question. Alors il se trouve que le domaine du chapitre, où on va mettre en place le projet, il y a un caveau de vente qui vend le vin en direct sur place. Et il y a une vraie question qui se pose autour de quel niveau d'information on donne, parce que clairement ça c'est des solutions professionnelles, c'est-à-dire qu'un particulier, nous qui ne sommes pas forcément dans l'agriculture, on a besoin faut simplifier l'information, c'est-à-dire qu'il faut juste dire quels sont les principes globaux qui permettent de piloter, d'optimiser une pratique, d'améliorer l'obtention de tel arôme dans le vin. Donc clairement, nous on veut creuser ça. Aujourd'hui, on n'est pas au fait sur des acteurs économiques, parce que l'idée c'est de mettre aussi en avant des acteurs économiques, des gens qui proposent une expertise, un logiciel, du matériel, qui permettent de rendre compte de ça. Il y a beaucoup de choses autour pour donner à voir de visites virtuelles avec des interfaces augmentées qui permettraient dans le caveau de donner un peu perception de toutes ces technologies qui sont utilisées dans l'exploitation. Et c'est quelque chose qu'on a identifié mais pas encore exploré plus que ça. Mais c'est clairement quelque chose d'intéressant. Parce que je pourrais donner deux exemples. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'ubérisation.
Et c'est-à-dire pour les agriculteurs, l'un des challenges, c'est avoir accès directement aux clients et de ne pas laisser quelqu'un se mettre entre l'agriculteur et les consommateurs. Et deux exemples, un très bon, moi je dans un village où les agriculteurs en fait ont fait une application bio, ils ont fait un drive bio et ça marche super bien parce qu'on est sûr d'avoir de la qualité. Et dans le pire, j'ai reçu moi une application hier qui s'appelle, je crois que c'est le pire, ça s'appelle Lozit, je le dis parce que c'est l'une des pires applis que j'ai jamais vues. C'est fait, alors c'est américain, hein, c'est fait pour perdre du poids basé sur les calories. Il y a une dictature des calories. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils vous disent, vous prenez l'application, vous prenez n'importe quel légume et il vous dit combien de calories vous allez prendre. Le problème, c'est que si vous faites le test, vous prenez une tomate, j'ai pris une tomate du jardin, il m'a proposé avocat, tomate, sauce tomate, donc déjà ça commençait bien, et puis il met les calories mais génériques. Donc que ce soit un produit hyper industriel, hyper chargé, ou un produit naturel, il n'y a aucune différence. C'est-à-dire si on laisse on va dire des mauvais commerciaux prendre cette place-là entre vous, les agriculteurs, et les consommateurs, ben, cette place-là, elle est prise et elle est hyper difficile à reprendre. Donc c'est important de ne pas négliger ce côté consommateur pour donner envie et envie des bonnes valeurs. En France, on sait le faire. Il ne faut surtout pas laisser d'autres acteurs arriver avec des fausses idées. Et on sait que malheureusement, quand ils sont dans la place, c'est hyper dur de les sortir. Une réaction? Un commentaire, peut-être? Oui, je pense qu'il y a... C'est pas évident parce que quand on voit, bon, je prends un exemple, on va dire, qui me vient en tête sur les images qu'on peut avoir de l'agriculture, de la production agricole, c'est un cache d'investigation. Forcément. Qui a eu lieu il y a, je sais pas combien, c'était l'été dernier, je crois, et qui est une des rares portes, on va dire, qui donne une image aussi au grand public de l'agriculture, qui sont des images qui sont voilà, objectives, en tout cas réelles, parce qu'elles ont été filmées, ou en tout cas issues d'entretiens véridiques, mais voilà, stigmatisent aussi les choses. Et du coup, l'idée c'est aussi de montrer que l'agriculture numérique, on parlait de quelle taille, pour quel type d'exploitation c'est l'agriculture numérique. Et moi je suis persuadé que c'est pas que pour une agriculture industrielle. Forcément ça lui sert autant qu'à d'autres, mais des systèmes, un smartphone peut apporter des choses en termes de diagnostic, en termes d'échantillonnage pour caractériser une parcelle, et ça c'est des choses qui sont aussi capables d'apporter des solutions pour des petites exploitations. Et après, tout le lien avec on va dire, le consommateur directement, j'avoue que je suis mal placé pour en parler parce qu'on est à l'école d'agronomie, mais il y a des gens qui se posent la question, en tout cas, pour savoir comment faire percevoir ça et augmenter le lien et la connaissance des pratiques, en tout cas la connaissance, on va dire, de pratiques, qu'elles soient empiriques ou innovantes, on va dire, en termes d'agriculture. Merci. Je vous propose d'enchaîner, et puis s'il y a encore d'autres questions, de toute façon, le débat est clairement ouvert. Vous pouvez le retrouver après la table ronde, et après cet atelier, pardon. J'aimerais maintenant que nous entendions, alors je navigue, pardon, excusez-moi un peu à vue. J'aimerais justement, puisqu'on a commencé par l'image satellitaire tout à l'heure de la Terre, je trouvais que c'était une très bonne transition, et donc qu'on accueille maintenant Jacques Rousseau, qui vient de nous présenter son application, justement, satellitaire dans le domaine de l'agriculture et plus particulièrement de la viticulture. Bien, merci pour l'invitation. Donc oui, effectivement, Jacques Rousseau, je travaille pour le groupe XCV que je vais présenter rapidement. Donc nous, on est une start-up qui a bien mûri, vu qu'on a 70 ans, et notre métier, c'est tout ce qui est conseil technique pour la filière viticole. Sur la région, donc on travaille avec 304 coopératives, 1700 domaines et négociants sur plusieurs régions. Parce que malgré la réforme administrative, on continue à travailler sur 3 régions, Occitanie, Rhône-Alpes et PACA. Donc on a 5 métiers de base. L'analyse, on a 9 laboratoires qui font les analyses courantes de vin, qui sont tous accrédités Cofac. On a une équipe d'une 60aine de consultants qui font tout le conseil technique depuis la plantation de la vigne jusqu'au conditionnement du vin, avec un cœur de métier qui est quand même basé sur la vinification, c'est-à-dire la transformation du raisin en vin. On a mis en place des formations pour les viticulteurs, y compris pour le grand public d'ailleurs, sur la dégustation, sur tous nos cœurs de métier. On a également développé, entre autres avec l'aide de Subaru Montpellier,
toute une gamme de produits œnologiques. On a développé et commercialisé la première levure killer sélectionnée dans les laboratoires de Supagro. Et depuis, on a développé une gamme de levures, de bactéries, d'enzymes, de tout ce qui est adjuvant de fermentation. Et enfin, ce qui nous a permis quand même de rester actif au bout de 70 ans, c'est qu'on investit 4% de notre chiffre d'affaires dans la recherche et développement, et qu'en permanence, on développe on teste de nouveaux produits, on développe de nouveaux services pour améliorer nos compétences et la qualité de nos services. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il y a une dizaine d'années, on s'est intéressé à l'imagerie satellitaire. Pourquoi? Pour deux raisons. D'une part, on voyait les structures de vignobles se concentrer dans notre région, les caves coopératives passer de l'échelle, je dirais, communale à une échelle interdépartementale, avec des problèmes de surveillance des vignobles qui se posaient. Et d'autre part, grâce au lien étroit qu'on a avec, entre autres, l'aspect aéronautique à Supagro, à cette époque-là, on s'est aperçu que la télédétection était en train de sortir d'un ghetto un petit peu scientifique et de se vulgariser, d'être à la portée technique, industrielle et commerciale des professionnels. Donc on a essayé de développer, on s'est dit on va développer un outil de cartographie du vignoble par télédétection. On a rapidement rencontré Infoterra, qui depuis est devenu Airbus, une filiale Airbus, qui avait développé une application de ce type-là en grande culture, qui s'appelle FarmStar, et on a développé avec eux cette application qui s'appelle NoView. Donc le principe de NoView, c'est de cartographier les parcelles, donc de savoir où elles sont sur le terrain, donc de faire passer un capteur embarqué par satellite, de traiter les données pour établir des cartes de vigueur, et à partir de là, d'intégrer des données agronomiques qui vont permettre de faire des préconisations agronomiques concrètes. Et dès le départ, notre objectif, c'était pas de faire de la carte, c'était de faire des applications concrètes pour répondre aux problèmes que se posent les viticulteurs en termes d'organisation du vendange, en termes d'application d'engrais par exemple. Donc les cartes là, on utilise la technologie développée par Airbus, donc un logiciel qui s'appelle Overland. On fait des cartes de vigueur. Chaque pixel représente une mesure de surface foliaire, avec par rapport aux autres indices qui existent, des modèles de correction qui permettent d'avoir une mesure très objective et très répétable. Les données peuvent être disponibles en format SIG classique, format PNG géoréférencé et shapefile. On a également développé des données en format Google Earth, donc des images de format KMZ que n'importe qui peut ouvrir sur Google Earth. Ces cartes-là permettent d'approcher la vigne de façon complètement différente, et en particulier de cartographier l'hétérogénéité de la vigne. Cette hétérogénéité-là, elle est visualisée par cette carte de vigueur qui a été développée par Pélin, donc ça remonte maintenant en 2003. Et à l'époque, ils avaient testé des capteurs de mesure de rendement sur des machines à vendanger. Ça n'a jamais été commercialisé, mais ils ont produit des cartes comme ça. On voit que, et c'est pas si rare que ça, sur une même parcelle, on peut voir que le rendement peut varier du simple au triple. Et quand le rendement varie du simple au triple, c'est-à-dire que la qualité du raisin ne va pas être la même, les cinétiques de maturation, les potentiels œnologiques ne vont pas être les mêmes, les besoins de fertilisation, les besoins d'irrigation, les besoins de protection phytosanitaire ne vont pas être les mêmes. Et on va avoir des parties de la parcelle qui vont dégager la plus-value, d'autres qui vont perdre de l'argent. Voilà. Donc, à partir des cartes que nous produisons, nous sommes capables d'élaborer des cartes zonées, c'est-à-dire des cartes qui permettent de définir des orientations agronomiques pour le viticulteur, sachant qu'il a lui besoin de savoir, à l'intérieur de sa parcelle, quelles sont les limites à l'intérieur de laquelle il a des zones homogènes pour lesquelles il peut avoir une pratique identique. Les applications classiques, la première application c'est pour les vendanges. Donc à partir de ces cartes-là, nos clients peuvent soit identifier des blocs assez grossiers à l'intérieur des parcelles et vendanger des raisins de qualité homogène, soit maintenant on commence à avoir des machines à vendanger intelligentes. Donc là, entre autres, New Holland a développé ça, le no-control depuis 2009, et on est capable de fournir des cartes à cette machine qui va être, elle, capable
de séparer le raisin en 2 lots au moment de la vendange. Et là, on a démontré que ces 2 lots-là correspondaient à 2 qualités de vin très différentes. Autre application qu'on a développée, c'est pour les caves coopératives ou les négociants qui veulent s'approvisionner sur un grand nombre de parcelles. À partir des données synthétiques que l'on a par la cartographie, on est capable de faire des lots de parcelles qui ont des caractéristiques communes et d'organiser les vendanges à grande échelle en regroupant les centaines de parcelles d'une cave coopérative en 2 ou 3 groupes de parcelles qui auront les mêmes caractéristiques, le même potentiel œnologique. Donc ça, c'est une application qui est en train de pas mal se développer au niveau des caves coopératives, parce qu'elle leur permet d'obtenir une qualité de vin, une segmentation de leur vin régulière, reproductible. Elle leur permet d'économiser pas mal de temps de techniciens sur le terrain pour l'optimiser sur des missions un peu plus à valeur ajoutée. Enfin, avec ce type de carte, on est capable de faire des cartes de fertilisation. Donc là, vous avez, là aussi, ça reste malheureusement un prototype. Donc un épandeur d'engrais qui est capable de moduler 12 doses d'épandage en cours d'application. Et on a testé nos cartes en calculant, en répartissant la même dose d'engrais sur une parcelle, parce que l'agriculteur veut déjà acheter l'engrais, donc on ne peut pas en laisser de côté, mais en optimisant les épandages par secteur, et ça marche parfaitement bien. Je vous disais qu'on était capable de faire de la haute précision, donc de la petite haute précision. Dans la pratique, la plupart des gens avec qui on travaille, le SIG, ils ne savent pas ce que c'est. Les logiciels, disons, de cartographie au vignoble auxquels ils ont accès ne sont pas de véritables SIG, reposent parfois même sur des bases techniques qui sont obsolètes. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas intégrer facilement les données au format PNG géoréférencé, au format shapefile qui constitue actuellement la norme. Et donc, pour permettre à nos clients d'utiliser des outils de précision sans se contenter d'un format papier, ce que la plupart de nos clients faisaient il y a encore 7 ou 8 ans, nous avons développé il y a 2 ans une petite application toute simple sur smartphone et qui permet à n'importe qui de nos clients d'avoir les cartes sur le terrain, de se repérer sur la parcelle avec son smartphone, de poser des repères correspondant à une observation. Voilà. Donc EnoView, pour nous, c'est pas un projet, c'est un service qu'on commercialise depuis 8 ans maintenant. Qu'on commercialise, je dirais, pour nous, il faut que le prix de vente du service couvre les coûts de production et les coûts de développement. On est dans une logique purement commerciale, on n'est pas du tout dans une logique de chercher à faire des tours de table, de gagner d'argent comme ça. Et c'est un outil qui sert aussi bien pour des viticulteurs qui peuvent beaucoup mieux gérer leurs parcelles, réduire les apports d'engrais en particulier sur les parcelles, optimiser la valorisation de leurs raisins. Ça peut intéresser les caves coopératives qui ont une vision de l'ensemble de leur vignoble et quelle que soit la dispersion de leur vignoble. Et ça, c'est la grosse force de l'image satellite par rapport à des couvertures aériennes ou drones, on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez, vu qu'une image satellite couvre des secteurs de 25 km sur 25 km ou 50 km sur 50 km, et en 8 secondes, on couvre la moitié d'un département. C'est également un outil qui intéresse énormément les investisseurs, parce que quand on achète un domaine, avec une cartographie de type EnoView, comme l'a dit un de nos clients, on gagne 10 ans d'observation. Voilà, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Merci beaucoup. Une première question devant. Je vais passer le micro. Oui, bonjour monsieur. Vincent Constant-Monnier, je suis employé chez Nutreo. Donc j'ai bien compris l'objet de votre intervention et donc l'objectif de l'établissement de cette cartographie, mais j'ai pas compris en fait comment vous arrivez à l'établir et comment vous arrivez à définir donc, une parcelle qui serait plus éventuellement fertile ou qui serait plus à majorité. Donc les capteurs à la base sont des capteurs multispectraux, donc dans le visible et le proche infrarouge.
Et on convertit ces données brutes en une mesure de surface foliaire verte en utilisant un certain nombre de modèles qui ont été développés par Infotera. Donc l'indicateur qu'on utilise, et sa définition exacte, c'est le pourcentage de sol couvert par la surface verte. Mais on utilise un certain nombre de modèles qui ont été développés, qui prennent en compte l'influence de la position du soleil par rapport à la scène, l'influence de la position du capteur par rapport à la scène, la nébulosité de l'air, la réflectance du sol nu, etc. D'autres questions? Oui, je vous en prie. Je vais faire un tour comme ça. Combien vous comptez aujourd'hui d'installations opérationnelles, en production, réellement en production? Alors nous, on ne parle pas d'installation, c'est un service. On est sur quelques milliers d'hectares en France. D'accord, mais ça correspond. Je n'ai aucune idée de ce que l'exploitation peut représenter si c'est... c'est malheureusement moins de 1% du vignoble français. D'accord. Et pour un coût hectare qui est disons, pour l'option premium, qui est entre 50 et 70 € l'hectare. Après, avec une agressivité en fonction de suractivité. D'accord. Et le retour sur investissement fait qu'aujourd'hui, les gens qui vous ont suivi la première année, vous suivent les années, vous êtes plutôt dans un système de réabonnement naturel sans forcément... Alors, sur la prestation à lotement, on est plutôt sur un système de réabonnement. Sur la partie conseil interparcellaire, commercialement, la vigne présente un gros inconvénient, c'est que c'est une plante pérenne. Et qu'il y a des facteurs de variabilité d'une année sur l'autre, mais grosso modo, d'une année sur l'autre, il y a 60% de l'information qui est stable. C'est-à-dire que l'effet millésime porte sur 30 à 40% des parcelles. Donc ça n'incite pas nos clients à avoir un abonnement récurrent, contrairement à une prestation de type Farmstar en grande culture, où là, sur les cultures annuelles, forcément, chaque année, on repart sur un assolement nouveau, une culture nouvelle, il faut solliciter un nouveau contrat. Et sur ce domaine qui est tout à fait novateur, est-ce que vous avez en France des concurrents Oui, déjà. Donc on a des concurrents qui font de la cartographie brute, localement en particulier. On a après... en cartographie aérienne, mais on s'aperçoit qu'on est aussi concurrencé par tous ceux qui produisent la cartographie, que ce soit par des capteurs piétons ou des capteurs embarqués au vignoble. Il y a un certain nombre de sociétés qui proposent de la cartographie, que ce soit par l'étude de sol, récidivé des sols, mesure par proxy détection par capteur embarqué de la chlorophylle de la vigne ou de la composition du raisin, et on est un peu concurrent à ce niveau-là pour l'aspect cartographique. Merci. J'en prie, d'autres questions peut-être sur justement cette approche entre le capteur, enfin la donnée, son exploitation, certes image satellite, mais SIG aussi de manière un peu plus large sur la cartographie. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui éventuellement travaillent sur ces problématiques-là de cartographie, qui voudraient profiter de l'occasion pour parler de ces questions de territoire? Pas tout de suite. Si, oui. On travaille sur ces points-là également à l'étranger, donc en Asie, sur les cultures de riz. On s'est permis d'optimiser si on veut faire une, 2 ou 3 récoltes par an, parce que la différence du vin, on peut en faire plusieurs. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de demandes par rapport à ce domaine-là. Et même chose sur tout ce qui est analyse satellite, sur la partie pollution en mer, où on peut analyser dans le plancton, toujours pareil, tout ce qui est analyse infrarouge. Donc on est capable d'aider soit les collectivités, soit les pêcheurs pour optimiser soit la pêche, soit la lutte contre la pollution. Il y a de plus en plus de domaines par rapport à ça. J'ai une question sur vos services. On voyait avec des machines agricoles connectées. Est-ce que vous avez aussi des machines connectées, ou est-ce que c'est des agriculteurs qui ont ça et vous leur fournissez des fonds de cartes pour l'épandage automatisé? Nous, on ne fournit que les fonds de cartes. Et un des freins au développement de ce type de service en viticulture, c'est le retard que présente le machinisme viticole par rapport au machinisme agricole en général.
Donc il y a encore très peu de machines connectées, il y a très peu de machines qui soient capables de faire de la modulation de travail en cours de route. Les matériels que je vous présentais, ce sont les tout premiers matériels qui existent. Et c'est des... Ça, c'est en Europe, parce qu'aux États-Unis, c'est devenu pratiquement standard. Enfin, les grandes exploitations utilisées par tracteurs. Je vous parle de la différence entre viticulture et grande culture et agriculture. En France, c'est pas la peine d'aller aux États-Unis. En France, il y a un décalage, je ne sais pas Thomas, mais il y a au moins de 10 ans. Ça veut dire que l'utilisation du GPS est courante en agriculture depuis une dizaine d'années. Elle balbutie en viticulture. L'utilisation de machines dépendeurs d'engrais ou de pulvérisateurs capables de moduler les doses en cours d'application, ça existe. Des machines, des moissonneuses-batteuses à guidage GPS capable de définir un parcours dans un champ, ça existe depuis un bout de temps. En viticulture, on a bien 10 ans de retard. Et comment dire, les fabricants de matériel ne sont pas très enclins à investir dans ce domaine-là, parce qu'ils ne sont pas sûrs du retour sur investissement. Je vous montrais la carte de Pélinck, donc sa machine à mélanger, qui permet de faire l'estimation de récolte quasiment tous les mètres, ou tous les 8 mètres. C'est une machine qui a été développée en 2000. À l'époque, ils travaillaient sur des capteurs embarqués pour mesurer la qualité du mou, la qualité du raisin en temps réel. Ils ont sorti ils étaient capables de sortir des cartes de maturité de parcelles, mais commercialement, ils n'ont jamais pu valoriser le surcoût de ces capteurs-là embarqués. Merci pour vos réactions. Alors, la question de la localisation, c'est aussi une question qui est traitée par le RFID. RFID qui est cette technologie dont on parle déjà depuis longtemps et même avant cette explosion de l'intérêt massif pour l'IoT. Et c'est pour ça que j'aimerais vous présenter le fondateur donc de Ela Innovation, qui va venir présenter à la fois la manière dont il a utilisé l'IoT, dont il a utilisé le RFID depuis le départ, et puis dont aujourd'hui son application justement évolue aussi bien sur des terrains, si j'ai bien compris, de la maison connectée justement que d'espaces plus larges. Je vais vous présenter. Tout à fait, merci. Bonjour, Pierre Monzon, je suis effectivement le fondateur de la société Ela Innovation. Maintenant, on se définit comme étant fabricant d'objets connectés dans le milieu de l'Internet des objets industriels. Et effectivement, vous avez bien fait de préciser, la technologie de base est une technologie dite RFID. Je vais vous présenter un petit peu tout ça. N'hésitez pas à poser des questions au milieu, je ne sais pas si c'est autorisé ou pas. Oui, ouais. Ça servira de conclusion. Je vous fais signe. Alors, l'offre Internet des objets industriels de l'innovation, elle vient couvrir 3 problématiques qui sont la première, identifiée, la deuxième, localisée, et la troisième qui est mesurée. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu les transparents proposés par Perrine de Sigfox. C'était le premier maillon de la chaîne, le capteur. En fait, on intervient concrètement comme étant le premier maillon de cette chaîne-là, là-dessus, et on va pouvoir détailler, je vais essayer de vous présenter un détail de cette chaîne-là. Alors pour être plus exact là-dessus, on a fabriqué toute une suite de produits qui permettent effectivement d'identifier, localiser, mesurer. Avec un maître mot, c'est premièrement répondre à une problématique de temps réel. Pour nous, c'est très important. Quand on définit la notion de temps réel, c'est de l'ordre de la seconde. C'est-à-dire qu'on n'est pas une donnée qu'on va collecter à la journée, on n'est pas une donnée qu'on va collecter à l'heure. On est réellement sur des besoins, et je vais vous présenter des applications sur des besoins où on est au timing de l'ordre de la seconde. Le deuxième, c'est qu'on travaille, et ça s'est construit progressivement, sur des environnements extrêmes. On travaille dans l'industrie sur lesquels on a des besoins de produits extrêmement robustes, que ce soit en termes de tenue en température, de tenue en immersion, c'est-à-dire dans un environnement où on peut avoir à la fois de l'eau, mais de l'eau avec des pressions. Et je vais essayer d'illustrer ça en photo, j'ai essayé de faire ça ludique. J'espère que ça arrivera à marcher. Globalement, pour illustrer un petit peu, on est parti d'une technologie RFID que nous avons développée, donc il y a 16 ans maintenant en arrière,
Cette photo, je l'aime bien parce qu'elle est un petit peu ludique, elle me rappelle un petit peu quand on était gamin. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que quand on parle maintenant de l'Internet des objets, je vais vous montrer un transparent, ça regroupe beaucoup de secteurs techniques, d'activités. Néanmoins, beaucoup de personnes s'accordent pour dire, et notamment une des principales études de marché réalisées par Markets & Markets, qui identifie comme la RFID comme étant un des piliers fondateurs du marché d'Internet des objets. Alors on est content. C'est pas le plus gros et vous allez voir, on va passer au transparent suivant. Si on regarde, alors je ne sais pas si vous avez une bonne vue derrière, mais si on regarde un petit peu la dizaine de secteurs d'activité qui ont été décrits dans cette étude de marché comme étant les secteurs principaux de l'Internet des objets industriels, concrètement la RFID représente dans le petit milieu, on va dire plutôt bas, en termes de volumétrie c'est pas très gros, et ça couvre des problématiques effectivement, je peux vous citer, les problématiques d'identification et de localisation. Alors nous, on est sur un marché de niche sur le secteur d'activité de la RFID qui est la RFID active, c'est-à-dire globalement pour différencier votre carte à puce qui vous sert à faire du paiement sans contact, on est plutôt l'élément qui est le télépéage qui vous permet de payer et de passer au péage sans vous arrêter, parce qu'on a des capacités d'identification longue portée, alors évidemment tout est relatif, c'est longue portée dans le milieu de la RFID. Et donc ça nous a permis aussi de commencer à se mettre sur le milieu du capteur, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le petit bâtonnet, qui effectivement, depuis 2006-2007, on a fait une diversification sur les capteurs sans fil héritant d'une technologie radio RFID, et effectivement, je ne sais pas si vous voyez, on passe d'un marché de niche à un marché qui a la volumétrie beaucoup plus importante. Ce qui retraduit les croissances qu'on connaît actuellement. Je ne sais pas si on peut passer je vous en reparlerai après, pardon, excusez-moi, je t'ai découpé. Ce que je vous propose, c'est que nos marchés, nous, dans la RFID, globalement, les marchés principaux sont des marchés qui sont liés à la sécurité et c'est des marchés qui sont liés à la logistique. Alors la thématique d'aujourd'hui n'était pas celle-ci, c'était une thématique qui était l'intégration dans l'objet connecté sur les territoires durables. Donc plutôt que de faire un beau discours, j'ai essayé de faire quelques photos de terrain. Il y en a une, je vous la montrerai, qui n'est pas une photo de terrain, mais je vous expliquerai pourquoi. Dans tous les cas, ça va nous permettre d'illustrer un petit peu les différents secteurs dans lesquels on intervient. On y va ? Le premier, ça c'est une photo, alors j'ai pas eu le droit de vous montrer, c'est un de nos clients qui est OVH, sur lequel on a équipé leurs différentes baies de brassage pour la mesure d'efficience énergétique, donc on est bien dans le développement durable, de leur capteur, de leur baie de brassage. L'objectif est à chaque baie d'être capable de mesurer la température, l'humidité, parce qu'on est sur des serveurs qui sont refroidis par eau, donc c'est important de mesurer toute détection potentielle de fluide d'eau. Et l'ouverture de la baie, il y en a une qui est représentée, c'est l'ouverture de la baie. Alors j'ai un peu triché parce que c'est pas une photo de chez OVH. Je sais pas s'ils sont là ou pas. C'est pas aussi clean chez OVH. Mais j'avais pas le droit, déjà de 1. Alors celle-là chez PSA, donc j'ai le droit. Et puis, je l'aime bien, pourquoi ? Parce qu'elle couvre le troisième besoin qui est celui de la porte ouverte. En fait, l'objectif est de savoir quelles ont été les baies sur lesquelles il y a eu des manipulations, est-ce qu'on a ouvert ou pas la porte. Donc là, on arrive avec une suite de capteurs qui permet de mesurer la température, l'hygrométrie et l'ouverture de porte. On a fait d'autres projets dans ce secteur d'activité qui est le data center où on va jusqu'à, avec la fonction RFID, identifier quels sont les équipements qui sont en attente, qui sont ce qu'on appelle en spare dans notre jargon, en spare pour pouvoir équiper ces brassage. Donc on est purement sur de l'inventaire automatique. J'ai juste une question à ce sujet-là. Oui. Vous avez permis d'intervenir en temps standard. Quel est l'apport de la technologie RFID pour récupérer ici des données de température, d'humidité? Parce que vous avez une technologie longue distance spécifique ou pour moi le RFID c'était justement du contact Non, déjà je vais répondre. Reprenons, il y a deux technologies RFID qui sont très complémentaires. La RFID de masse, la RFID passive, c'est votre carte sans contact. La RFID dite active, qui dit active c'est très simple, il y a une pile dedans, d'accord. Et donc là on se retrouve sur un marché de niche, les proportions entre les deux marchés sont 95% et 5% pour celui qu'on adresse, malheureusement. Mais ça monte. Et pourquoi est-ce qu'on a une technologie RFID? Alors pour nous c'est simple, c'est tout simplement parce qu'on avait développé une technologie RFID et on a intégré des capteurs dedans, donc on n'a pas dû redévelopper une couche radio. La deuxième aussi, c'est que dans ce projet, alors qui était juste avant, dans ce projet-là, c'est un projet à forte volumétrie. C'est-à-dire que le nombre de baies, vous le voyez, est relativement important dans chaque salle.
le nombre de capteurs qui a été équipé est d'autant plus important. Et la RFID est vraiment une technologie qui est développée pour faire à la fois du temps réel et de la concentration. On est capable, on a fait des projets, alors pas dans le serveur, mais pour BNP Paribas, où dans une même, enfin, pas pièce, dans un même entrepôt, on est capable d'avoir plus de 10 000 équipements connectés en temps réel. Quand je dis en temps réel, c'est toujours la notion de la seconde. Hein. Donc, cette forte capacité à concentrer des capteurs, la RFID le permet. C'est certainement pas le seul, hein, il y a d'autres technologies radio qui le permettent. Nous, notre expertise RFID fait qu'on a continué à surfer sur cette vague-là. Mais voilà pourquoi, effectivement, OVH a décidé de travailler avec nous sur ce projet-là. Et après, il y a le coût, mais bon, après, tout est relatif. C'est une passerelle, et puis vous avez tout un tas de capteurs qui communiquent avec cette passerelle, et la passerelle est reliée au réseau, en gros, c'est ça? Exactement. C'est aussi simple que ça. Enfin, je ne sais pas si on peut dire que c'est simple, mais dans notre esprit, c'est simple. Ah, c'était celui d'avant, parce qu'on n'en a pas parlé. Alors, ça, celui-là, je ne sais pas si y en a qui le reconnaissent, c'est le château de Versailles. Donc, je l'ai mis, on n'est pas vraiment sur la sauvegarde du patrimoine, mais je l'ai mis parce que c'est intéressant, parce que c'est une belle référence aussi. Alors concrètement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est fournisseur de solutions. On va de temps en temps sur ce qu'on appelle du end-user. Dans ce cas-là, on n'est pas allé sur du end-user, donc c'est pas notre client, Château de Versailles, notre client est le groupe Vinci, qui fait les travaux de rénovation. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une des pièces du Château de Versailles qui était un petit peu en haut, qui est en cours de rénovation. En fait, pour pouvoir protéger toutes les œuvres d'art qui sont derrière, alors quand je dis œuvres d'art, c'est celles qui ne sont pas amovibles, hein, c'est-à-dire les tentures, les tapisseries, etc., qui sont derrière ces grands panneaux que l'on rajoute, pour pouvoir les protéger. Donc on construit des grands panneaux, une sorte de cloison en fait, qui permettent de les protéger. Et ça, l'intérêt, c'est que ça les protège, mais ça représente un risque, c'est qu'on n'a aucune visibilité de ce qui se passe derrière. Donc là, on intervient tout simplement avec nos capteurs sur de la mesure de température, mesure d'hygrométrie, qui couplés aux deux permettent d'avoir des notions de mesure de point de rosée, qui est vraiment très important pour éviter qu'effectivement il y a de l'humidité qui commence à se concentrer sur ces ordres-là. Je ne sais pas si vous voyez les tuyauteries, mais c'est des salles qui sont extrêmement ventilées. On est sur de la rénovation, on rajoute de l'eau pour faire certains travaux, donc c'est très important effectivement de mesurer ces taux-là. On peut passer au suivant. Un autre secteur d'activité qui est un des secteurs qui est presque le plus lucratif chez nous, qui est tout ce qui est grands travaux. Alors concrètement, je vous ai montré une photo d'un tunnel. Je me souviens bien, là c'est le percement ou l'extension du tunnel de la ligne B de métro à Lyon. On intervient en RFID, je ne sais pas si vous voyez l'image de certains de travailleurs, on met un tag RFID actif sur les casques de chantier et ça permet de localiser en temps réel chaque personne sur ce chantier. L'idée, c'est pas de les fliquer, c'est pas de les suivre, l'idée est simple, c'est tout simplement savoir à chaque instant combien de personnes et quelles sont les personnes qui se situent dans les zones à risque. Vous avez un tunnel en cours de percement, il peut y avoir un éboulement, on envoie les équipes de sécurité uniquement s'il y a des personnes derrière l'éboulement. Voilà. C'est aussi simple que ça. On a des très très gros chantiers, là il y a l'extension de la ligne de métro 14 actuellement qui représente plusieurs tunnels percés. Et c'est un marché de niche aussi, mais sur ce marché-là, on a à peu près 70% de part de marché. Alors je ne sais pas si c'est bien connecté au développement durable, la sécurité des travailleurs est quand même importante. Bon, celle-ci est bien crade, excusez-moi. Je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment du déchet, du vrai déchet, ça ne doit pas sentir bon. Moi, je n'y suis pas allé sur ce site-là, ça ne doit pas sentir bon. Globalement, l'objectif, vous avez des silos de traitement de déchets, de boue. Ça permet, l'objectif étant, en brassant ces bouts-là, d'avoir une homogénéité. Là, on travaille avec une équipe de recherche, c'est l'INSA ou l'ENS Lyon, je ne sais plus trop qui avait fait. Je crois que c'est l'INSA Lyon qui avait fait ça. Je ne sais pas si vous voyez les deux collaborateurs qui sont là, ils sont en train de jeter en haut du silo des tags RFID. Alors c'est super pour nous parce que c'est très lucratif, ça, ce marché-là, ils les jettent et puis c'est fini. Alors ce sont des produits qui ont 10 ans de durée de vie, c'est dommage pour eux, mais ils sont trop sales après. Ils les jettent, l'objectif c'est à la fin, donc ici à l'arrivée, il y a un système de détection, je ne sais pas si on voit l'antenne carrée là-haut, qui permet de savoir est-ce que finalement le mélange a été très bien brassé ou peu brassé, etc. Donc on est là dans une optimisation du système de brassage de silos pour avoir une bonne homogénéité. Là, globalement, même si j'ai dit c'est lucratif, c'est parce qu'on jette les tags, mais en termes de volumétrie, si on est sur des phases de recherche, c'est pas très important. Je vais représenter d'autres exemples où on collabore avec des universités ou des laboratoires de recherche. C'est super sympa, on ne gagne pas beaucoup notre vie avec ça, mais heureusement il y a d'autres marchés. Alors celui-là, je ne sais pas s'il y en a qui reconnaissent la photo. C'est l'Écotron je vais dire à Montpellier, c'est pas tout à fait Montpellier, c'est l'Écotron. Là on intervient, donc l'Écotron fait des simulations de climat, et là en fait on intervient pour monitorer ces simulateurs de climat, sur lesquels on remonte d'informations
température, hygrométrie, luminosité, tout ça, parce qu'il y a besoin de beaucoup de points de mesure, donc on est capable, sur une toute petite parcelle comme ça, je ne sais pas, ça fait 1 ou 2 mètres carrés, sur une toute petite parcelle comme ça, de remonter plusieurs points sur cette parcelle-là, de température de micro. Alors les suivants, ah ça j'aime bien, c'est nos amis du CEFE de Montpellier. Là on est purement sur une belle tortue de sauvegarde des espèces, ça, c'est une tortue de Hermann sur laquelle on a collé, alors c'est pas nous, donc bon vous voulez pas, mais apparemment ça fait pas mal. On a un tag RFID qui est collé, et là on a un collaborateur qui travaille, enfin un collaborateur du CEFE qui travaille et qui est en train de faire du radio tracking. Ces tortues sont tracées dans la plaine qui est juste derrière Saint-Tropez, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Et ça permet effectivement de faire une analyse sur le déplacement de ces animaux-là. Donc voilà un exemple effectivement d'utilisation de la RFID au sens localisation qui permet d'avoir une analyse un peu plus fine du comportement de ces animaux. On en a d'autres, des plus jolies. Ah, voilà. Ça c'est celle que je préfère, je pense qu'il y a quelqu'un qui connaît ici. Ce sont des mandrilles, des singes mandrilles. Donc, alors ceux-là sont jeunes, il y a une jeune mère, je ne sais pas si on voit l'enfant à côté. Elles sont équipées d'un collier RFID, alors qui est pas notre produit standard, qui a été développé sur mesure pour cette unité-là, et qui permet de les localiser. Ça va plus loin que ça permet aussi d'analyser le comportement de ces animaux. Donc il y a des accéléromètres, on sait effectivement s'ils ont été historiquement dans un état plutôt excité ou pas. On sait aussi faire des analyses sociales, c'est-à-dire que c'est à la fois un tag RFID, mais un lecteur RFID, ça permet aussi de capter les autres animaux qui sont dans l'environnement, donc on sait quels sont les groupes sociaux qui se sont créés au fil du temps, et tout ça se télécharge sur des PDA qui sont portés par les opérateurs. Donc voilà notre exemple d'analyse. Et puis le dernier, alors voilà, je vous ai dit qu'il y avait une photo intrus, c'est celle-ci. C'est pas une vraie photo de terrain, ça c'est Cyril, je sais pas s'il est là. Oui, il est parti. C'est Cyril qui me l'a fourni parce que j'étais un peu à la bourre, on peut le dire. C'est pas une photo parce que c'est les seules vraies photos qu'on a par WWF. Donc là, c'est l'exemple dont c'est Perry, c'est un des exemples, le même exemple. Donc ça rentre dans l'oreille ou dans la corne du rhinocéros pour pouvoir les tracer sur certains points d'eau et avec des avions. Alors pourquoi j'ai pas mis une vraie photo? Parce que les seules vraies photos qu'on a, ils sont endormis, donc ils avaient l'air morts, donc j'ai pas voulu vous faire peur, c'est tout. Donc effectivement, les photos qu'on a, c'est quand ils sont endormis au moment où ils posent le tag RFID dessus. Je sais pas si on est arrivé au bout. Peut-être. Ça y est, c'est fini les photos. Je fais un récapitulatif en quelques chiffres, et là en quelques chiffres, c'est 16 ans. C'est une société qu'on a fondée en 2000, exactement. Alors 18 collaborateurs, je suis désolé, j'ai fait les transports dans le train ce week-end, mais maintenant on est passé à 20, donc 20 collaborateurs, une croissance importante. Bon, c'est vraiment le hasard du calendrier, c'est-à-dire il y a 2 nouveaux collaborateurs qui sont arrivés. Un peu plus de 200 000 objets connectés, alors vous voyez, c'est pas énorme, on est sur vraiment un marché de niche. Ça évolue beaucoup. À environ 50% de croissance annuelle, et là, la nouveauté, c'est tous les travaux qu'on a fait à Export qui font qu'on a multiplié par 3 notre chiffre d'affaires sur l'export. Je ne sais pas s'il y a... Voilà, et puis je reste à votre écoute pour toutes les questions, et je vous remercie pour votre attention. Il n'y a pas de questions, super. Une question bonus. Quel est le modèle économique? Vous vendez les capteurs et des abonnements pour chaque capteur, ou alors les capteurs plus la passerelle, ou comment vous fonctionnez? Alors on est très traditionnel en termes de modèle économique, donc on est sur de la vente pure, on ne fait pas de loyer ou de locatif ou de location. On travaille essentiellement en B2B, donc ce sont certains de nos clients, notamment par exemple, je prends l'exemple d'Orange Business Service, qui vont transformer l'achat qu'ils font chez nous en locatif. On travaille beaucoup sur la logistique, et c'est là où intervient Orange Business Service, sur des solutions télématiques, donc traces suivies de flotte de véhicules. Et là, effectivement, eux transforment le modèle. Mais nous, on est sur de la vente pure. Alors, on vend des tags RFID, on vend les passerelles qui permettent de les capter, et après, toute la suite logicielle que l'on développe, qui est tout à fait gratuite, elle est là vraiment pour aider nos clients à commencer à implanter un projet RFID. Ensuite, ce sont souvent eux qui vont redévelopper l'outil ou réintégrer une partie du brique qu'on fournit au niveau logiciel. Donc on vend du hardware, et tout le software qui est autour est offert. Enfin, il n'est pas réellement offert. Ok. Et comment avez-vous vécu, comment vous êtes en train de vivre l'arrivée des nouveaux acteurs poussés par Laura ou Sigfox dans ce domaine-là? Est-ce que votre avance technologique sur le marché vous permet de voir ça sereinement, ou alors vous
pensez ne pas du tout attaquer les mêmes acteurs ou pas? Alors, effectivement, on est sur un modèle économique différent, puisque là, normalement, si j'ai bien compris, soit Sigfox ou Laura, on remonte ça dans un cloud, et après, chacun fait ce qu'il a envie. Ou si j'ai bien compris, on a la possibilité d'attaquer ça tout à fait en local et d'être autonome sans remonter dans un cloud, c'est ça? Tout à fait. On est sur un modèle économique qui est différent, on est sur une vraie complémentarité. Je reviens au transparent qu'a présenté Perry. Le premier, c'est qu'on est le premier maillon de la chaîne, et nous, on a besoin maintenant d'un quasi 50% de nos applications d'une connectivité derrière. Donc la connectivité classique, avant que les réseaux bas débit arrivent, étaient des réseaux 3G, enfin encore avant c'était plutôt du GPRS. Donc on utilise beaucoup de passerelles GPRS pour connecter nos systèmes. Si je prends l'exemple de la sécurité des travailleurs, le chef de chantier, sur sa tablette, a une application qui lui permet de localiser l'ensemble de ses travailleurs. Toutes les données remontent du puits via soit des réseaux locaux et après sur du réseau GPRS, mais on a l'habitude d'utiliser ces réseaux-là. Donc nous, l'arrivée des nouveaux réseaux bas débit, pour l'instant, on le voit comme une réelle opportunité de croissance. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir avoir des coûts de connectivité qui sont inférieurs. Je pense que c'est ce qu'a bien présenté Perry. D'accord? Maintenant, la difficulté, c'est qu'il faut qu'on vérifie l'adéquation. Il y a des réseaux bas débit qui sont trop bas débit et qui ne permettent pas de connecter l'ensemble des données qu'on veut faire. Donc il y a un vrai choix technologique à faire, mais il y a une vraie possibilité de collaboration là-dessus. Concrètement, il y a ça. La deuxième, c'est la démocratisation. C'est le travail de fond que font, j'allais dire Laura, mais bon, j'espère que je n'ai pas dit un gros mot. Et Sigfox, c'est un travail de démocratisation qui permet de faire connaître l'Internet des objets industriels. Et nous, concrètement, la croissance qu'on connaît, je vous dis 6%, ça va commencer dès le début. Hein. On a eu un niveau plat de chiffre d'affaires pendant des années, avant de connaître une croissance. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une adéquation quasi en termes de timing entre la croissance qu'on a commencé à connaître et l'arrivée des réseaux bas débit. Est-ce que c'est grâce à eux ou pas? Je ne sais pas, en tout cas, nous on en bénéficie. Intéressant. D'autres points que vous voudriez soulever sur cet aspect plus large qui concerne non plus seulement le territoire au sens agricole du terme, mais en tout cas très clairement sa manière responsable de travailler à travers la captation de données? D'autres points? Non, pas pour l'instant. D'accord, bah écoutez, je suis très ravie des échanges qu'on a pu avoir. Peut-être que d'autres avaient envie de réagir aux uns et aux autres aussi en vous ayant écouté. Peut-être que Sigfox a envie de rajouter un petit mot. Perry a été interpellé à plusieurs reprises lors de cette présentation. Ou pas? C'est pas une question piège, vous avez le droit de dire non, Perry. Non, mais effectivement, je pense que ça peut être complémentaire comme technologie. Et on a déjà des contacts sur des cas d'usage où on travaille pour justement remonter les données de ce type via le réseau et fournir de la connectivité plus large et pour exporter les données via un cloud et qu'elles soient disponibles vraiment dans le monde entier, parce que si vous c'est plutôt local, si on n'utilise pas une connectivité. C'est exactement ça. Entendu, c'est très clair. Merci à tous d'avoir assisté à cette présentation, à ces présentations. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. On peut encore les applaudir. Merci.